On a eu un très bel épisode avec les maîtres d'œuvre de chez Zaptec. On vous a jasé, on a parlé beaucoup de café, effectivement, on a parlé de musique aussi, mais on a parlé de choses avec je dirais, de sujets plus profonds que ce qu'on voit d'habitude. Oui. Vraiment, c'était... Ben, c'est sûr que si tu me réponds pas de micro... C'est vrai, je l'avais pas dans mes mains. Ça a été vraiment un bel épisode. Encore une fois, merci. J'espère que ça va vous plaire. On vous a fait une petite séance de tarot aussi pour démystifier un peu le passé, le présent et le futur de Punk Latte et de Zaptec. On a parlé de neutralité de genre, c'est ça, hein? Sans s'enfarger. Oui, on a fait des beaux jeux de mots. On était beaucoup dans les nuances dans cet épisode-là. Oui, dans les nuances. C'est vraiment un bel épisode. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Alright, salut les gars. Salut Maxime, ça va? Ça va très bien vous-même? On va bien. Merci, donc bienvenue sur le Punk Latte Podcast. Oh yeah! Avec Emrys et C de Zaptec. Zaptec. Comment ça va aujourd'hui les gars? Hey gars, ça commence bien. Direct là, je drop une bombe en partant. Boum! On casse la glace. Gars, c'est ça. Oui, parce qu'on va parler de neutralité de genre dans l'épisode. C'est quelque chose qui est très présent dans le monde du café. Puis, en partant, je drop une bombe comme ça. Je suis fier de moi. T'inquiète, mais juste te mettre à l'aise, Ouais. Maxime. Fais-toi-en pas. C'est tout un apprentissage qui est à Oui. faire. C'est une nouvelle perception des choses. Mhm. Il y a cet espace qui veut être créé, ce genre de neutralité-là, qui est comme pas totalement masculin, pas totalement féminin, mais qui est comme un amalgame de tout ça. Mais t'en fais pas, ça fait partie de... Ouais. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ben, c'est ça, on va en parler, parce que des fois, j'essaye dans une conversation, puis si je me mets à réfléchir à ce que je vais dire, puis comment je vais le dire, je suis plus capable de parler. Ouais, c'est réfléchir à ce que je vais dire, puis le dire, c'est compliqué. Fait que comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Super bien. Génial. Moi, ça va très bien. Je suis content. Là, c'est nuageux, mais on avait un beau soleil, belle journée de novembre. Vraiment, là, je suis content ici, bel après-midi, bel endroit. C'est vraiment cool. Dans le lab de Zam, Oui, on est vraiment confortable ici. Oui, vraiment, c'est gentil de nous recevoir. Avec une belle Marzocco. Que j'ai eu la chance d'utiliser pour la première fois de ma vie. Un petit check sur ma bucket list. Je suis vraiment content. Je vais peut-être m'en servir tantôt. avec Ben oui, plaisir. c'est vraiment, c'est smooth. C'est une Cadillac, vraiment. Là. Ouais. Génial. Ouais, fait qu'aujourd'hui, ben, avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, vous parler un peu de c'est quoi Zaptec. Pour commencer, on va y aller avec ça. Zaptec, dans le fond, c'est une compagnie de réparation et entretien de machines commerciaux de café. Donc, on opère principalement à Montréal avec quelques contrats un peu éparpillés à travers du Québec. Donc, Ville de Québec, Drummondville, Gaspé. Mais on s'occupe vraiment de réparer et entretenir des bonnes machines à café pour s'assurer que le monde peut faire leur café puis avoir leur café quand ils vont dans leur café de quartier préféré. Nice. Puis ça fait combien de temps que ça roule? Zaptec ouvert en février 2021. OK, ça fait un petit peu plus. Ça fait 1 an et demi. Quasiment 2 ans maintenant, là. Ah, c'est vrai, ouais, février, oui, oui, t'as raison. Ouais. Je suis, ouais. Genre, on a fini notre première année fiscale complète. Oh, ben, bravo! Le nouvel an que les gens veulent pas vraiment, là. Ouais. Puis, crime, ça va bien, puis on a du fun. J'ai maintenant c'est parmi l'équipe, puis on est maintenant 2 à faire ça, rouler autour de la ville, avoir du fun, réparer des Des machines. gens comme moi qui vous apportent ma machine des fois à l'occasion aussi. Ça me fait plaisir. Ben oui. Puis comment est venue l'idée? Parce que c'est ton idée à toi, je pense, originalement. Ben, c'était un peu un mix. Dans le fond, moi, avant ça, ça fait quasiment 3 ans que je suis tech de machines à café. Moi, j'ai commencé à travailler au Paquebot en tant que barista. Puis, dans mon entrevue, on m'a posé la question, où est-ce que tu te vois dans l'industrie du café dans le futur? Il pose vraiment cette question-là. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme genre de question rêve. Si tu voudrais faire quelque chose dans le café, ça serait quoi? OK. Puis moi, j'ai répondu, en fait, il y a quelques mois, j'ai vu quelqu'un faire réparation d'une machine, puis ça a l'air intéressant. Puis justement, quelques mois plus tard, après que j'ai commencé au Paquebot, ils m'ont dit, tiens, on va faire un training pour être le tech en interne pour nous. C'est hot. Ouais. So, j'ai fait ça pendant comme 1 an et demi. J'étais aux études en même temps, donc je faisais genre barista, tech, études, une genre de jonglerie un peu... Est-ce que les études étaient reliées un peu à ça ou c'était... Même pas. Moi, j'ai étudié 1 an à l'université en design graphique. OK.
Aucunement relié. Non, c'est ça. C'est un peu un orage chargé pendant un petit bout. Puis justement, ils ont vu que ça fonctionnait bien, puis qu'il y avait une demande pour des techs à Montréal. Ils étaient comme, ça fonctionne bien. On partit une compagnie ensemble, Zab puis moi. Puis on en est là. Ben, c'est sûr, mais je vois tu sais, Montréal est une belle ville pour le café. Ouais. Fait que logiquement, plus que de café, plus que de machine, plus que de machine, plus qu'il y a besoin de maintenance. Exactement. 1 plus 1, ça fait 2. Là. Fait que, ouais, ben c'est cool. Puis, quand est-ce que tu es rentré dans l'aventure? Moi, ça va bientôt faire 1 an, presque jour pour jour, pense que que je fais partie de l'équipe. 4% annuel. Mais oui, ça fait bientôt 1 an que je suis rentré dans l'équipe, mais ça fait 11 ans que j'étais dans le café. Okay. Puis là, j'essaie de trouver comment est-ce que je peux me spécialiser. Puis là, j'ai été barista, j'ai fait de la gestion, j'ai ouvert un café, j'ai eu des routes de clients, j'ai fait du service à clientèle. Puis là, je me suis dit, je pense que le tech, comme la partie technologie, c'est là-dedans que je vais me spécialiser. Parce qu'il y a de l'espace pour grandir, on a besoin de ça. Puis moi, je voulais rester proche de ma passion du café. Et je me suis dit, je pense que c'est là qu'il faut que je mette mon énergie. Puis je me suis présenté à Emrys. On s'est rencontrés, puis il m'a dit, bienvenue à l'équipe. Ouais, parce que vous étiez collègues en tant que tel. Je me rappelle t'avoir vu au paquebot sur Bélanger. Toi, je le sais pas. Moi, j'ai jamais travaillé au paquebot avant de travailler chez Zab. Okay. Je remplace des fois au paquebot Montréal, parce que ça me fait plaisir de garder une jambe dans le bateau. Oh! Wow! Ouais. OK, cool. Et là, avec ta blague, tu m'as fait perdre ma question. Wow! Ah oui, c'est ça. Dans le fond, tu fais des études en électromécanicien. Exact. Comme électromécanicien? Ouais. Ouais. Moi, je me décris comme électromécaniste. Okay. C'est comme un nom qui... En fait, c'est le titre nerd, la version nerd de électromécanicien, électromécanicienne. Alors, c'est un programme de 2 ans. C'est un DEP qui est vraiment, vraiment intéressant. T'apprends de tout. Puis ça a vraiment été une révélation pour moi. Là. Je suis rentré là pour les machines à café, parce que je me suis dit, c'est la continuité. Ouais. Je dis ça, puis je me dis, finalement, l'électromécanique, là, j'adore vraiment ça. Là. C'est vraiment ma branche, puis je regrette pas du tout. Là. Est-ce que c'est venu avant? Est-ce que l'idée de retourner à l'école, t'inscrire dans ce domaine-là, est-ce que c'est venu avant que vous soyez rencontrés? Ou... Oui, c'était venu avant. OK. En fait, tout est venu sans. Je suis rentré là-dedans, puis je me suis dit, OK, là, faut que je pratique. Ouais. Puis là, j'ai rencontré Emrys. J'ai dit c'était quoi mes intentions, puis... Fait que ça n'a pas dû être trop difficile de l'engager puis de le rentrer. Non, zéro. Là, c'était un fit de skills quand même impeccable. Justement, j'ai réalisé au fil des dernières 2 années que pour être tech, c'est pas juste réparer des machines, c'est aussi être capable de communiquer avec des clients puis leur rassurer dans tout le processus, mais aussi être capable d'être barista puis comprendre le monde de barista. À cause que, si tu rentres là, genre tu foires la machine ou tu défais leur workflow, des affaires de même. Ça, c'est des affaires qui sont importantes puis qui font en sorte que ça va faire la différence au niveau du service puis comment que le monde nous perçoit en tant que technicien. Définitivement. Là. Puis d'ailleurs, parce qu'on a été tous les deux baristas, on a des réflexes de personnes de la restauration quand on rentre sur le travail, on s'attache les cheveux ou on porte quelque chose sur la tête. On sait on sait comment les baristas se déplacent, fait qu'on sait où se mettre pour pas être dans leur chemin. Puis quand on rentre dans leur workflow, on leur dit « Hey, si tu veux que je me tasse, hésite pas là, parce que je sais que je suis entre ton groupe puis t'abuses. » Vous avez 2 endroits où tu vas souvent. Professionnalisme, parfois comme naturel chez vous. Quand ils ont des questions, on peut les rassurer, on peut les aider. On a déjà été barista. Très cool. Puis, est-ce qu'il t'avait demandé où tu te voyais dans 5 ans? Je pense pas. Je pense pas que Emrys me l'a demandé, mais je pense que je t'avais dit qu'est-ce que je voulais, puis je vais le réitérer. Dis, moi, mon but, c'est de me réaliser en tant qu'électromécaniste dans un domaine que moi j'aime. Puis quand j'avais fait mon entrevue avec Emrys, moi j'ai dit, moi je magasine pour les prochaines années. Moi je veux pas rentrer à un endroit puis finalement bonne journée là, je suis là pour me donner. Ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu mon parcours, ils savent que j'ai fait plusieurs endroits.
Puis moi, je voulais un endroit où je savais que j'allais pouvoir rester puis avoir de la place pour moi pour grandir. Puis Zab, c'est vraiment un bon endroit. Ben, j'ai l'impression que oui. De mon feeling, de mon point de vue, Zab, c'est une compagnie qui a énormément grandi, mais dans le bon sens du terme aussi. Ce qu'ils font encore, c'est génial. Ils ont encore du café incroyable. Puis tu vois qu'ils ont cherché... disons que la croissance est cohérente avec l'idée de départ. Je pense que oui. Puis c'est certain qu'on a vécu des challenges à travers de ça. Là. C'est tout ce qui est par rapport à la croissance d'une entreprise, le monde qui doit se détacher de certains aspects. C'est pas nécessairement avoir le contact avec tout le monde. C'est toutes des affaires qui sont des réalités vraies et difficiles à vivre, mais que je pense qu'on traverse à travers de façon très saine, puis qu'on essaie de faire notre mieux au niveau de, mettons, communication, établissement d'attente, puis tout ce qui est vision pour le futur. Je pense qu'on fait super bien ça. Dans le fond, tu es rendu un businessman, mais vous êtes des personnes d'affaires. Bien dit. Vous apprenez là-dedans quand même. Parce que, je sais pas si toi, depuis que tu étais petit, tu t'es dit, moi, je veux devenir, être dans le monde des affaires. Là, tu te ramasses, dans le fond, avec une réalité avec laquelle, il faut que tu grandis là-dedans, forcément. Ouais. Puis tu as des décisions, des choses que tu n'avais peut-être pas anticipées. Puis tu dis, OK, là, faut s'en virer de bord. Tu travailles autant avec des machines, mais avec des humains là-dedans. Mais c'est ça. Fait que ça te fait grandir en tant que personne. Mais c'est ça, puis c'est juste tellement un processus d'apprentissage in-depth, tout ça, là, c'est de voir figurer comment, mettons, gérer des inventaires, gérer des employés, gérer des attentes, gérer où est-ce qu'on s'en va dans le futur, gérer un espace, tout ça, pour moi, c'était complètement nouveau, puis c'est super le fun, puis super intéressant à apprendre par rapport à ça. Puis j'imagine que Zab, toute l'équipe, vous avez comme supporté là-dedans aussi. J'imagine qu'ils sont, ils ont l'air quand même assez à l'écoute, puis nice comme gens. Fait que... Je pense que oui. Définitivement. Zab, c'est vraiment une équipe qui communique beaucoup, puis qui sait mettre le monde à l'aise. Alors, puis c'est aussi une équipe qui s'entraide. C'est pas en silo. C'est vraiment tout le monde travaille ensemble, tout le monde se donne des idées, tout le monde se supporte. Puis, en fait, c'est pour ça que la croissance, elle est ultra saine. Du moins, là que je le perçois depuis 1 an. Là. Ça fait juste un an que je suis dans l'entreprise. Là. Mais jusqu'à présent, pour moi, la vibe est très bonne. Là. Ben, c'est le feeling que j'ai en tant que, je dirais, consommateur puis client, que Zab, dans le milieu du café, c'est l'image qu'ils veulent projeter autant avec certains compétiteurs. Mais tu as l'impression des fois, oui, c'est un compétiteur, mais en même temps, il y a un certain... comme une friendship qui se bâtit ou une espèce de lien, c'est pas juste comme une business qui veut être meilleure que les autres puis écraser quelqu'un. Ouais. Fait que ça serait très nice. Fait que j'ai l'impression que pour vous grandir dans ce milieu-là, c'est pas mal plus le fun. Ben, surtout quand on va dire que ton image est pas hétéronormative, c'est vraiment intéressant, genre. De pouvoir avoir un espace qui te permet. Il faut que je processe. C'est pas hétéro. C'est pas des termes avec lesquels c'est pas des termes que je côtoie. Hétéronormative. Ouais, Mais, ça sonne bien. Hétéronormative, tu sais, c'est un gros terme, là. Mais tout ça pour dire, ça résume, on va dire, le modèle qui est mis de l'avant, celui qui est généralisé. On va dire, un garçon, ça rentre dans cette catégorie-là. Une femme, ça rentre dans cette catégorie-là. Un couple, c'est un homme, une femme. Fait que ça rentre dans hétéronormative, mais on sait très bien que il existe autre chose à l'extérieur de cette vision-là des choses. Comme, exemple, j'en parle avec Emrys, j'en parle avec toi, j'en parle avec d'autres personnes. À l'école, je ne peux pas me permettre d'être la personne que je suis au travail ou que je suis dans ma vie privée. Parce qu'il y a cette vision hétéronormative qui est très forte et qui écrase toutes les autres. Ouais. Parce que c'est pas juste c'est pas juste exister dans cette vision-là, c'est que souvent, les gens permettent pas l'alternative de cette, on va dire de ce thème-là. Mm-hmm. Oui, parce que si, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de ça, la neutralité de genre dans le domaine du café, comme je vous disais tantôt, hors d'onde, c'est je trouve que c'est le milieu, parce que selon moi, c'est l'endroit où j'en témoigne le plus. Mm-hmm. Puis selon vous, qu'est-ce qui fait que on pourrait dire la scène du café soit autant inclusive? Pourquoi c'est autant présent? Moi, je dirais que c'est parce que c'est ça qu'on veut.
on désire cette inclusivité-là, on désire cette justice-là, on veut que les choses se passent mieux, on a envie que ça soit plus à l'aise puis plus plaisant pour tout le monde. Je pense que ça a commencé avec l'idée de vouloir payer un prix équitable, mais même plus que équitable, parce que la définition d'équitable, ça aussi c'est une autre paire de manches, là. Mais de vouloir donner les sous qui ont de l'allure pour la production du café, pour ce travail-là. Fait quand tu pars avec cette idée, ce désir de respect-là, ben de inclure toutes les gens de la communauté LGBT comme moi qui ont une image qui, encore une fois, qui est pas hétéronormative, ben c'est juste la continuité de cette idée-là. Ouais, de vouloir que tout le monde soit inclusif, que tout le monde soit bien. C'est cohérent avec, je te dirais... J'adore ce mot-là, cohérent. Oui, comme tu disais, donner un bon prix aux producteurs, mais aux cultivateurs. Tu pars sur des bonnes bases, avec des bonnes recettes. Forcément, ça se transpose dans plein d'aspects de ta vie et de ta business en général. Fait que ça fait juste tout bien fitter ensemble. Je pense pour rajouter un layer là-dedans, c'est que la majorité de la population de barista, c'est des étudiants. C'est du monde qui se découvre, qui essaie de prendre leur place dans le monde. Puis à cause de ça, il y a beaucoup plus tendance à avoir des idées plus progressistes qui se développent dans ces endroits-là. Puis on s'entend qu'à Montréal, avec 3 universités, c'est une grande densité de population étudiante. Donc, juste à force d'avoir ça, à force d'avoir du monde sur le plancher qui parle des sujets comme ça, qui développent leur identité, qui s'expriment avec leurs vêtements, leur façon d'être, tout ça sur le plancher, c'est quelque chose qui, je pense, c'est vraiment bien établi dans le café. Mm-hmm. C'est pas juste comme ça à Montréal, c'est comme ça partout dans le monde. Définitivement. Justement, la culture d'étudiants dans les cafés, mettons, que ce soit pour travailler ou pour étudier, est extrêmement forte. Ouais, puis le café, c'est un véhicule communicatif incroyable. Ouais, c'est pour ça que le podcast existe. C'est exactement, oui. Mais je t'ai coupé la parole, je m'excuse. Ah, t'inquiète. Mais ouais, c'est un véhicule communicatif incroyable. Puis c'est rendu dans nos expressions. Tu sais, on dit Maxime, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On va-tu prendre un café? Ça fait 2 heures que je travaille. Hey, Emrys, on va-tu prendre une pause? De café. Exact. Fait que tu sais, c'est un véhicule qui invite à la communication. On peut inviter les gens à partir. Il commence à être tard pour aller jouer un petit café avant de partir. Oui, exactement. Oui, mais effectivement, mais je trouve ça intéressant ton point. Là, j'avais une idée puis je l'ai complètement oubliée. Mais oui, j'ai l'impression que justement, ces milieux-là, les gens peuvent être comme ils sont vraiment. Tu n'as pas besoin de fil, tu n'as pas besoin d'uniforme. Tu n'es pas en train de travailler chez McDonald's à être habillé en bleu ou en brun chez Tim Hortons. Tu es toi-même dans ton milieu, puis c'est ça qui est cool. Tu vas dans un coffee shop. La personne devant toi, c'est elle, c'est vraiment elle, il n'y a pas de filtre. Puis c'est une contribution directe à l'ambiance café, puis à l'expérience en tant que client. Il y a une espèce de transparence qui est là, encore là, qui est cohérente avec toute l'idée de l'industrie. Ouais, de spécialité. J'ai envie de dire que la seule chose qu'on filtre, c'est le café, là. Oh! Ça, des jeux de mots comme ça, la seule chose qu'on filtre, c'est le café. J'aime ça. Ah, wow, c'est vraiment bon, j'adore ça. J'adore ça. Puis il y avait aussi, pour la même dropper, j'ai oublié son nom, elle travaillait, je ne sais plus dans quel paquebot, j'ai oublié son nom. Elle avait fait une conférence au East Coast Coffee Madness en 2019. Catherine, queer, les cheveux rasés. Probablement. Ouais. C'est probablement... Non, mais je trouve que c'était une figure emblématique, justement, en tout cas selon moi, parce que quand je venais de la Rive-Sud, je sortais de mon petit patelin de la Rive-Sud, puis je venais dans la grande ville, puis elle servait mon café. C'est comme, pas un statement, mais ça clashait versus la Rive-Sud, justement, que tu rentres dans la ville, puis le monde, justement, c'est plus là que tu retrouves des différences, puis des affirmations, je dirais, culturelles. Ben, je trouve que, justement, c'est là que ça m'a marqué le plus. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe dans le monde du café. Le monde peut être vraiment comme ils veulent. Ouais. Je trouve ça très cool. Ouais. Mais c'est souvent des espaces qui sont pensés pour être inclusifs. Oui. Pas juste pour le café, pas juste pour la personne, mais aussi pour d'autres projets. Il y a beaucoup de pop-up
comme des pop-up shops qui arrivent, des gens ou des artistes qui veulent pas nécessairement avoir leur boutique, mais qui vont s'associer avec des cafés pour dire, hey, la deuxième semaine de juin, je peux-tu m'ouvrir un shop dans votre établissement? Puis il y a beaucoup de place à la collaboration. Oui, ben oui, on le voit beaucoup, même que ce soit entre roaster ou entre artistes et roaster. On le voit Entre roaster et roaster. Ben oui, c'est ça. Oui, il y en a énormément. Mais c'est ça qui est le fun. Je veux dire, je pense que ça contribue à faire grossir la scène puis garder les cafés de spécialité vivants. Ouais. Puis, Ben, on s'entend que le partage d'idées puis de compagnie, c'est la racine de la culture de café. Dans les années 1700, l'invention du coffee house, là, c'était une place pour les jeunes d'aller parler d'idées révolutionnaires. Gaspe! puis ça a juste continué d'être ça. Alors même aujourd'hui, les buildings sont différents, mais l'idée est la même. Tu as du monde, justement, quand je travaille au paquebot, une des clientes là, elle avait comme 38-40 ans, puis elle venait pour... Une vieille personne. Ouais. mais justement, quelqu'un qui travaillait sur son dock, encore aux études, puis qui venait à chaque jour. Puis il faisait juste travailler là-dessus, puis il développait ses idées, puis on en jasait, puis c'était magnifique. C'était tellement une expérience marquante pour moi que j'ai vraiment apprécié. Puis il y en a plein d'autres de même. C'est juste du monde qui sont motivés, puis veulent juste aller prendre un café. Ben oui, parce que c'est pas en restant cloîtré chez toi que tu vas développer tes idées, puis tu vas les partager, puis tu vas grandir dans tes idées non plus. Si tu es convaincu que tu as raison sur toutes, ben tu as probablement juste tout le temps tort, puis tu vas pas grandir. Ouh! Hein? Ouais, bonne celle-là. Là. Pas pire, hein? Ouais. Tough pill to swallow. Genre. Mhm. Puis côté musical, messieurs. Aïe. Encore. Oh! Mabarnak? Quoi? T'as dit ta? La mienne? On a le droit de sacrer ici. Ah, on a le ok, droit de dire ok, des gros ok. mots, on a vraiment le droit, on a dit souvent, c'est correct. C'est bon, ça. C'est permis. Est-ce qu'on parle de musique? Non, on va rester en café. Je veux savoir votre premier, un après l'autre, votre premier souvenir, le plus vieux souvenir de café. Ça remonte à quoi? Des fois, c'est une expérience et ça revient souvent. J'ai un souvenir clair. vas-y, go. C'est vraiment drôle parce que je pense que je pense que j'ai commencé à écouter Punk Latte pas mal dès les débuts. J'étais vraiment très stoke. Puis là, quand tu posais cette question-là, moi, c'est vraiment drôle parce que le souvenir est très clair dans mon esprit. Le premier souvenir que j'ai relié au café, c'est quand mon papy, il était à Longueuil, il est toujours le même appartement. Il m'avait dit genre, je m'en vais faire des commissions à Montréal. Puis là, j'étais comme, c'est où ça? Puis il m'a dit, tu veux-tu venir? Fait que là, j'ai embarqué dans la voiture, on a traversé le pont Jacques-Cartier, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'était là, ça? Je savais même pas! Puis là, il a dit, avant, on va aller prendre un café au McDonald's, puis j'étais comme, OK. Fait qu'on on est arrivé là-bas. Il n'y avait pas de McDonald's sur la Rive-Sud. Ben, je pense qu'il y en avait un, mais je pense que c'était celui fétiche de mon grand-père, comme c'était son McDonald's, là. Oui, je comprends. Puis là, il avait pris un café, il mettait de la crème puis du sucre dedans, puis j'ai dit, papy, est-ce que je peux goûter? Il m'a regardé en voulant dire, goûter si tu veux. Pas mal sûr que tu vas pas aimer ça, mais OK. Quand je goûte à ça, je suis comme, berk. C'est mon premier souvenir, c'était juste comme mon papy qui m'amène à Montréal, puis moi qui découvre que cette ville-là existe. Puis en même temps, genre, je goûte à un café, fait que c'est comme associé, genre, dans mes souvenirs, genre. Très cool. Y a-tu un moment clé où tu te souviens que ton premier café a fait « Wow, ça peut être bon » ou il y a comme un... Ouais. La journée où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au café, où je me suis dit « OK, ça va devenir sérieux, là, mon affaire », c'est quand j'étais au cégep, je tripais beaucoup aux jeux de société. Puis là, je me suis dit « Hey, ce serait vraiment cool qu'il y ait une place où les gens peuvent aller board gamer. » C'était en 2008, là. C'était avant que le Randolph existe. Puis, mais moi, je voulais l'accès, plus jeu de rôle. Tu sais, vraiment comme les pen and paper avec les dés, parce que tu joues à des jeux, mais tu as besoin d'être en gang. Ouais. Puis c'est difficile, des fois, de trouver un groupe pour jouer au jeu que tu veux, parce qu'il faut que tu sois plusieurs. Et je me dis, j'aimerais créer cet espace-là. Puis ça pourrait être un café, mais je me dis, mais si je fais ça, il faut que je connaisse le café. ça aide. Fait que là, je me suis trouvé une job dans un café dépôt pour commencer. J'ai été m'inscrire au Canadian Barista Coffee Academy à Toronto. J'ai fait ma formation là-bas. Tu as fait les choses en grand. Ouais, j'étais sérieux, là. Je veux dire, ça se passe, là. Puis là-bas,
mon professeur Josh, il m'a fait un latte art, puis c'est là que j'ai flippé la table, puis je me suis dit, on va oublier les jeux de société, c'est ça que je veux faire. Puis là, 4 ans plus tard, j'ai fait des podiums avec Simon Pierre puis Xavier Caron. Quand Là. même 2 sommités dans le latte art. Ouais, définitivement, puis ils sont fins en plus. Puis ils ont Ouais, vraiment ouais. un bel esprit d'équipe et de compétitivité aussi. Là. Honnêtement, là, c'était compétitionner avec ces deux-là, là, c'est vraiment génial. C'est 2 frères, c'est ça qui En plus. qui est hot. Ouais. Ouais. J'ai pas eu la chance d'aller voir leur nouveau café, mais apparemment que c'est très beau, très bien. C'est vraiment une belle place. Ouais. Ils viennent de recevoir leur nouveau comptoir en plus. Moi, je les aime beaucoup. Là. Ok. C'est un comptoir en granit un peu genre... Je sais pas si c'est du granit, mais c'est minéral. En quartz, c'est le terrazzo un peu. Là. C'est exactement le terrazzo. C'est très Wow. à la mode. Je suis en train de... On planifie la nouvelle cuisine, puis c'est ça qu'on a choisi comme Ok. comptoir. Fait que j'avais comme... Il me semble que ça fit. Ouais. Tu vois, je suis bon. Ils ont du goût. Bravo. Ben, définitivement. Ouais. Faire des bons lattés comme ça. Là. Mais écoute, ça fait beau. Tu te fais un dégât sur le comptoir, puis il est beau. Ah oui. Ouais. Mais parlant de comptoir, là, Ouais. le premier comptoir sur lequel j'ai travaillé, c'était au Café Dépôt de la Place Rosemère. Et c'était le pire comptoir pour ça. Il était blanc, tacheté noir. Essaye de laver ça quand tu fais du café. Tu penses qu'il est toujours sale. Je veux dire, dans n'importe quel autre contexte, c'est un beau comptoir, là, mais à côté d'un moulin, c'était vraiment paranoïant. OK. Oui, j'imagine. Ouais, c'est un toc de ménage. Ouais. Vraiment. Et vous, votre plus vieux souvenir de café? J'ai encore ce jour, j'ai un chalet d'enfance que dans le fond mes arrière-grands-parents l'avaient quand j'étais vraiment jeune, puis qui a été passé à mes grands-parents maintenant. Puis justement, quand je restais là l'été, mon arrière-grand-mère qui était très lève-tôt dans la vie, elle se levait à 4 h du matin chaque jour. Puis justement, je me faisais réveiller par le son et l'odeur de la petite cafetière filtre qui travaillait le matin avec le petit Folgers. Mais je me rappelle juste que l'odeur était tellement beau et inoculant. Mm-hmm. Puis c'est vraiment une mémoire qui a vraiment resté avec moi. Je l'ai jamais goûté jusqu'à temps que j'avais comme 13-14 ans. Puis quelques années après, j'ai commencé à le boire régulièrement. Puis ça, c'est vraiment mon premier souvenir du café, c'est avoir 4-5 ans, se faire réveiller le matin, d'été, avec mon grand-mère qui faisait le déjeuner puis le café. C'est très cool. C'est souvent, souvent, le monde sont tout le temps dans des chalets avec leurs grands-parents. Non, c'est pas vrai, mais c'est souvent des souvenirs d'enfance comme ça, l'odeur, puis justement, tu sais, c'était Folgers ou Maxwell House. Mais tu sais, l'odeur d'un café comme ça, ça évoque tellement des souvenirs qu'on aurait beau dire « Ah non, il est pas bon », mais il y a quand même quelque chose qui est accrocheur. Puis... C'est clairement une odeur envoûtante. Là. Oui. C'est comme quand tu ouvres un sac de café frais moulu, c'est comme si genre le monde autour de toi se synchronisait, puis leurs pupilles se dilatent, les narines se font aller, puis Ça l'éveille ils les font. sens, ouais. C'est un peu comme quand tu essaies de charmer un serpent, mais tu peux charmer quelqu'un avec un sac. Justement, ce matin, Où est-ce que tu t'en vas avec ça? j'essayais de charmer un serpent. Il n'y en avait juste pas, fait que ça n'a pas marché. J'ai essayé. Là, c'est une belle analogie. J'imagine que c'est comme charmer un serpent. J'ai jamais charmé de serpent, mais du moins ma perception extérieure des choses, c'est l'équivalent qui se fait dans ma tête. Là. L'équivalent moins dangereux de charmer un serpent. Oui, c'est... oui. Il y a moins de chances que ça vire mal. Ouais. 50%, écoute, ça vire bien ou ça vire mal, donc 50% des chances que ça vire bien ou mal. Ouais, une chance sur deux. Hein. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Puis côté musique, avez-vous un background musical? Je sais que tu es un grand amateur de musique, j'imagine. Ouais. Tu aussi aimerais avoir un peu... Avez-vous comme un souvenir, premier show, un band mythique? Ah. Le premier band que j'ai été voir en show, là, riez pas, là. Mais moi, je tripais vraiment sur la chanteuse. Là. J'ai été voir le show de Evanescence. Ben, on va pas rire. Non, on va pas. Puis- J'ai jamais ri encore des goûts musicaux de quelqu'un sur le podcast. Ben, c'est parce Je le fais hors que j'y onde. étais parce que je trouvais qu'elle était cute. Je connaissais même pas sa musique. Je me suis dit comme, ah, elle est vraiment cute la chanteuse, je vais y aller. Puis j'étais comme, ah, ben c'est pas pire ce qu'elle fait, tu sais. Puis c'est vraiment drôle parce que ce show-là, la première partie c'était Stone Sour. Puis là, la première chose que j'ai compris, c'est qu'il y avait plus de monde qui était là pour Stone Sour que pour Evanescence. Puis j'ai trouvé ça... En fait, c'était comme tout un apprentissage qui se faisait en même temps.
Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, je pensais que les premières parties de show, c'était toujours comme des bands qui étaient moins connus. Mais je pense que c'est tombé sur un match où la première partie était plus connue que Evanescence. En fait, quand ça a commencé, puis là, à un moment donné, ils sont devenus plus populaires. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont sorti des albums récemment, Evanescence. C'est encore, mais c'est quelque chose, oui, qu'on voit assez régulièrement. Je dirais dans la scène punk et hardcore, souvent, l'été, il y a tout le temps plus qu'un groupe. Ça arrive souvent que la première partie va être plus populaire ou des fois, c'est égal. Ouais. Il n'y a pas tant de parce que ça peut tellement varier d'une année à l'autre. Un groupe qui va être headline une année, l'année d'après, va venir en première partie d'un autre groupe. Fait que ça se contrebalance comme ça, mais ouais, c'est quelque chose. OK, j'étais pas au courant de ça. Oui. Puis moi, premier souvenir de musique, puis genre premier show, c'est j'ai grandi en Ottawa. Puis il y a le Blues Fest à chaque année là-bas. Puis à un moment donné, j'avais peut-être 8-9 ans, puis mes parents m'ont apporté au Blues Fest. Je me rappelle pas qui qu'on voyait, mais je me rappelle d'être dans les petites chaises de camping, dans la pelouse à Ottawa, puis regarder un show, puis que c'était super le fun. Puis il y avait toujours de la musique qui jouait à la maison, puis c'est toujours resté une passion à un certain niveau. Puis ces temps-ci, y a-tu en ce moment, quel genre de band? Oh my God! Qu'est-ce qui vous drive? Récemment, Emeris on est replongé dans Queen of the Stone Age. OK. Puis, c'était vraiment fun de revisiter ce band-là qui ils vivent pour la musique, là. Ils font partie de la catégorie d'artistes qui sont là pour la musique, là. Qui sont vraiment créatifs, là. Puis, en tout cas, moi, ça m'amène beaucoup de... En fait, ça me stimule beaucoup dans mon processus créatif. Parce que je commence à designer mes trames sonores. Parce que je fais beaucoup de storytelling avec mes amis, avec le jeu de rôle. Puis là, vu que je joue de la guitare, que j'ai appris à jouer du piano, je commence à diver de ce côté-là. Puis je m'inspire de d'autres artistes qui vont m'amener comme des sentiments. Puis là, je me dis, OK, je pars de la vibe qu'eux me transmettent. Puis, ou plutôt, ils m'envoient des ondes. Ces ondes-là résonnent en moi, puis je fais mes propres ondes sonores avec leur vibe. Tu as l'air d'une personne qui est vraiment en harmonie avec ce que tu ressens. Peut-être tu parles de vibe, de son. Moi, des fois, j'ai pas tant d'arrêt musical. Je fais quand d'entendre la musique. Des fois, juste, je me rappelle, je suis sur le piano. Je suis attaché sur le piano à ma mère, puis le son, la note, juste l'espèce de résonance que ça m'apportait, ça me faisait du bien, puis je continuais. C'est comme un... Je sais pas, j'ai l'impression que tu as ça un peu, l'espèce de côté. Il faut que tu ressens l'espèce de résonance. Ouais, je suis une personne qui, on peut dire vulgairement, qui est émotive. Là. Okay. Je ressens beaucoup de trucs. Cette personne est mais dans le sens... Tabarnak! C'est vulgaire. Je m'excuse, j'ai pas d'allure, j'aurais jamais dû dire ça de même. Là. Pauvres oreilles des auditeurs. Avec ses émotions. Sur le bûcher, sorcière. Ouais, je suis une personne qui ressent les choses de manière très intense. Puis quand je les transmets aussi avec intensité. C'est pas pour rien que quand je m'étais dit « Ah, OK, je veux un café jeu de rôle », ben je me suis dit « faut que je devienne pas pire pour le café, tu sais. » Mais en même temps, les gens beige ne font jamais rien d'extraordinaire. Dis de même... c'est difficile d'être contre. C'est ça. Toi, Emeris, es-tu un band ces temps-ci ou es-tu en harmonie avec Queen of the Stone Age ou un autre band? J'adore, là. Que ce soit KS ou Queens of the Stone Age, Josh Homme, je trouve qu'il est fantastique comme frontman. Puis la musique qu'il fait est incroyable. Okay. Mais récemment, j'ai comme un genre de trip entre comme ambiant et expérimental. J'écoute beaucoup de c'est quoi son nom? Il a fait Music for Airports. Brian Eno. Ça me dit absolument... Non, mais je suis curieux d'en découvrir. Moi aussi, je suis curieux, je veux savoir. Dans le fond, lui aussi, c'est le même genre de style où ça fait genre toute sa vie qu'il fait de la musique. Il a fait quelques albums dans les années 70. C'était pour il y avait un gros aéroport qui lui a engagé pour faire justement de la musique pour l'aéroport. Wow, c'est hot. Puis c'est comme un peu genre du Muzak, mais c'est un peu élevé d'une certaine façon. C'est pas genre générique puis grosse fabrication commerciale. C'est vraiment quelque chose d'intéressant puis de stimulant à écouter. De la musique d'aéroport. Oui.
Mais cette personne-là, c'est notre sauveur. Ben oui. Je veux qu'il joue ça dans les ascenseurs maintenant. Là. C'est pas genre, mais justement, c'est pas comme du jazz corny que t'entends au Home Depot, quelque chose de même. Ouais, c'est pas générique, là. Non, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Mais c'est quand même fucké que quelqu'un dans l'aéroport ait eu l'idée de « Hey, on engage cette personne-là pour qu'il crée la musique pour notre aéroport. » Ils sont hot. À quel point pour eux autres c'était important l'ambiance dans l'aéroport? Ben, ouais, Ouais. Tu peux aller aussi loin ou aussi shallow que tu veux dans la réflexion des environnements physiques. Ouais. Justement, une des raisons que je suis allé à l'école en design, c'était à cause que j'avais une certaine passion pour ça. Là. Genre, j'adore les environnements d'organisation, mais je suis toujours en train de tout réorienter la shop puis essayer d'optimiser le plus que possible à cause que c'est juste quelque chose qui m'intéresse puis qui m'apporte la joie. Puis, genre, ça, je trouve ça une extension de cette idée-là, d'optimiser l'espace à un tel point, d'avoir de la musique qui a justement été pensée pour être pas trop évident pour que tu le remarques, mais juste persistant, puis là, pour que tu puisses être apaisé par la musique. Si on s'entend que voler en avion... It's a tough line to walk, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait du monde qui sont capables de le faire avec brio, là. Oui, parce que c'est pas juste d'avoir l'oreille musicale rendu là, c'est que c'est une perception puis une connaissance. Dans le fond, c'est un autre niveau. Je suis pas là. Ouais, faut que tu sois capable de engineer de la musique pour qu'elle soit intéressante puis que tu sois capable de plaire à tout le monde, ce qui est vraiment difficile. Là. Oui, mais tu sais, on parle souvent dans la musique pop, des crack de code. Tu sais, pour d'une chanson populaire, ils ont comme compris le pattern. Ouais. Exactement. Puis, mais là, c'est un autre niveau. Là. C'est plus juste de rendre ça populaire, c'est vraiment de comprendre justement de l'ingénierie musicale. C'est hot. Ouais. Wow. Puis rappelle-nous le nom. Brian Eno. Ok, tu me l'écriras tantôt. Puis je suis curieux d'entendre ce qu'il fait. Ouais. C'est clair. Là. Moi aussi, je veux écouter ça. Là. Ouais, ça pique ma curiosité. Ouais, je pensais que tu allais me dire j'écoute des trucs ambiants, Moby. J'aurais dit que j'adore Moby puis Mogwai, mais tu sais, donc on est ailleurs complètement. Là. OK. Ouais. Cool. Puis avez-vous, tantôt on parlait de fun fact du café. Tu en as glissé quelques-uns. Avez-vous comme des fun facts que vous pouvez dropper? J'ai-vous qu'on fasse... on drop des fun facts. Genre, le café, ça hydrate finalement. Ah, ben oui. Ben justement, j'ai découvert l'autre jour qu'en fait, le café, on s'est toujours fait dire en grandissant, genre, OK, bois pas trop de café, ça déshydrate. Mais en fait, genre, j'ai découvert qu'il y a eu des études faites là-dessus. Puis qu'en fait, ben, le café, on s'entend que c'est 98,9% eau. Ouais. C'est impossible que ça hydrate pas, là. Oui, t'as le fait où, genre, t'as envie d'aller à la toilette plus souvent, mais t'as quand même un effet d'hydratation. Ouais. Que ça t'assèche pas le corps, rien de même. Tu bois quand même, genre, des gros volumes de liquide, puis ça sert à te donner plus d'hydratation. Oui. Puis est-ce que le niveau de caféine va influencer un peu... Penses-tu que ça a un rôle à jouer là-dedans? Ça, j'ai aucune idée. Aucune idée, hein, parce que vous avez... Zab ont sorti, puis je pense que Saint-Henri l'ont fait aussi, il y a plusieurs variétés de café. Ils n'ont pas toutes la même quantité de caféine. Ouais. Certains cafés ont moins de caféine, des cafés des fois plus... Mais le Datera qui est droppé ou qui va dropper bientôt, justement, c'est un low caffeine, mais c'était pas un décaféiné, c'est un low caffeine. Exactement. Ça, c'est le petit Goldback qui va sortir. Exactement. Oui, apparemment, mais c'est ça. C'est un café, je suis certain. Puis ça, je parlais de Saint-Henri parce qu'ils en ont fait un aussi, je pense, cette année, ils ont sorti un lot comme ça. Une autre variété, moins de caféine, mais que c'est la plante telle quelle, comme ça, qui a moins de caféine. Sélection génétique. Hein. Oui, exactement. Mais je trouve ça intéressant de voir, tu le bois pas tant, ou que c'est le fun, que le café, ça réveille, mais d'avoir que tu as de quoi de hyper complexe comme tasse, mais tu n'as peut-être pas l'espèce de jitter que la caféine embarque. Puis je sais pas, je suis curieux de savoir, est-ce que, vu qu'il y a moins de caféine, il va t'hydrater un peu plus, là? C'est comme pour moi, c'est un argument de plus. Non, ça m'hydrate, un café de plus. Ouais. Ben, je pense honnêtement, si ça le fait, c'est de façon négligeable. Dans le sens que ça se peut que s'il y a plus de caféine, ça t'hydrate moins ou plus, mais que ça va pas faire la différence entre, mettons, genre,
un verre d'eau ou... Non, c'est ça, je me demandais si la caféine est en lien avec le côté diurétique du café, mais peut-être pas, je sais pas. C'est une excellente question. Mais, Si quelqu'un le sait, droppez-le dans les commentaires, je serais curieux. oui. Dans la même veine, un autre genre de fun fact, c'est qu'en fait, l'espresso n'a pas plus de caféine qu'un café filtre. Ah oui, ça c'est vraiment intéressant que tu le dises. Là. Ça, oui, je le dis souvent aux gens parce que le monde pense un espresso, c'est fort. Gustativement, oui, ça punch plus parce que tu as un ratio court classique 2 pour 1, 2 parts d'eau pour une part de café, mais c'est extrait extrêmement rapidement. Puis tu te ramasses avec un, mettons, 36 millilitres, grosso modo, de liquide, versus un 8 onces dans un café filtre. Exact. Puis l'extraction est plus poussée dans un café filtre aussi, j'imagine. C'est ça, c'est que dans un café filtre, tu as plus de caféine parce que ton extraction est plus longue. Oui. L'espresso, c'est plus rapide, mais à volume égal, si tu mettais un 8 onces d'espresso, là, tu aurais plus de caféine. Exactement. Mais l'exemple que je donne quand je fais de la formation, c'est un peu comme si tu fais une limonade. Bois le jus strict d'un citron, puis fais-toi une limonade avec le même citron. Tu vas trouver qu'une limonade, c'est plus soft, mais dans cet exemple-ci, c'est un citron, c'est la même chose, mais c'est juste ta perception de la caféine qui change, gustativement parlant. Fait que, prenez note, un espresso au moins de caféine qu'un café filtre. Mais si vous prenez 8 shots d'espresso, peut-être un Non, problème. c'est à déconseiller. Surtout back-à-back, là, faites pas ça. Là. Là, tu cours après le trouble. Mais si je peux partager un fun fact de café qui m'a... Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai su ça. Droit, OK? c'est fini. Fait que j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent sont assises. Les plantes, là, ils se font compétition. Elles aussi, elles veulent se reproduire. Mais les plantes, ils se parlent chimiquement dans le sol. Puis celles qui sont autour des caféiers, ben ils savent que les caféiers se font plus pousser, se plus reproduire, puis ils sont capables de produire de la caféine parce qu'elles aussi, elles veulent plus se reproduire. Oh, ouais, fait que les plantes qui vont pousser autour vont produire de la caféine. Ça, c'est Michael Pollan qui l'a publié dans son livre The Botany of Desire. Puis c'est complètement... C'est la preuve que les plantes, elles sont vivantes, elles veulent se reproduire, puis ils sont capables de comprendre pourquoi les autres plantes, ils se font plus pousser, puis ils sont capables de dire, ben moi aussi. Un peu comme des oiseaux qui vont aller chercher des feuilles pour avoir des plus belles couleurs, pour pouvoir mieux... Ou des êtres humains qui vont s'acheter du linge... Oui, en effet. Du linge cute pour dire genre, ah ouais, on sort ensemble? Ouais, exactement. On va chercher des belles boucles d'oreilles comme moi. Oui. Mais c'est quand même... C'est terriblement intéressant. Ça veut dire que tu peux faire de la caféine avec plein des affaires. Oui, mais écoute, j'aurais tellement... Wow, j'aimerais ça parler avec cette personne parce que c'est... The Botany of Desire. C'est hot, c'est vraiment hot. Parce que effectivement, dans un espace restreint, oui, tu vas avoir une biodiversité pour justement, parce que si tu as juste une espèce, tu as une maladie qui rentre toute crève, puis tu n'as pas vraiment de biodiversité. Fait que je pense que c'est pas bon pour la survie de tes plantes. Mais en même temps, l'espace est restreint, fait que ça se combat un peu, puis ça s'adapte. Mais à ce point-là, c'est hot. Écoutez, je peux pas vous dire à quel point ça se fait vite. Faudrait plus explorer dans cette direction-là, mais c'est possible. De la même manière que, naturellement, il n'y a pas juste les cafés qui font de la caféine. Bon, il y a les théiers et tout ça, mais l'exemple le plus concret que j'ai, c'est quand j'ai visité la ferme Cliff Mount, c'est une ferme de Blue Mountain en Jamaïque. J'ai demandé aux frères Sharp qu'est-ce que les gens ils buvaient localement pour boire leur source de café. Est-ce qu'ils boivent le café qui est poussé ici ou ils boivent autre chose? Puis il m'a dit, ils boivent... je me suis jamais dit non, mais c'est une plante locale que Coca-Cola a utilisée pendant longtemps pour mettre la caféine dans son Coke. Puis eux, c'est... Le Coca? Non, c'est pas le Coca, c'est ça l'affaire. Ils vont juste chercher cette plante-là pour sa source de caféine. Puis eux, c'est ça qu'ils boivent pour se stimuler. Ils boivent pas le café. Ils font juste le cultiver pour exportation. Puis c'est vraiment niché, du moins en Jamaïque, là. Je parlerai pas pour les autres pays producteurs, que la culture du coffee shop, c'est une niche pour eux. C'est pas parce que tu produis du café que tu bois du café à la maison. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Là. Oui, c'est très intéressant. Puis probablement que le café, comme certains pays, ils vont l'exporter parce que c'est plus rentable de le vendre. Ouais. Surtout le Blue Mountain. L'exportation que de le garder puis de le vendre, ils font pas le même. Mais c'est quand même très intéressant
De toute cette histoire de perception de la caféine, du breuvage, puis de comment est-ce que c'est établi culturellement. C'est sûr que c'est difficile de pas parler de colonialisme, là, parce que c'est pas mal ça l'histoire du café, hein? Ben oui, ben tu sais, comme n'importe quelle ressource. Ben oui, effectivement, là, on peut faire la liste, elle est longue, là. Oui, non, c'est ça. Je pense que si on parle de colonialisme, on va remonter loin, puis on va en parler. On pourrait faire quelques épisodes là-dessus, en effet. Oui, mais on va parler de Blue Mountain un peu. Est-ce que c'est vrai que c'est si... J'en ai jamais goûté. OK. Est-ce que c'est vrai que c'est si bon que ça ou c'est purement du marketing? Moi, je trouve que ce café-là est incroyable. Pour avoir vu de mes yeux vus, là, le travail qui est derrière ce café-là a aucun sens. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ils ont une machine qui prend 5 photos de chaque grain qui sort de l'île pour savoir s'il passe au tri ou pas. Puis là, ils vont faire leur grade. Fait que quand tu bois le café Blue Mountain, tu ne veux pas juste boire du bon café, tu bois un café qui a été trié à la perfection. C'est pas juste un grade, c'est pas juste des notes de coping. C'est un café qui est plus beau visuellement. C'est vraiment un café qui est engineered pour être parfait. Okay. Puis là, tu peux le dégrader. Il y a plusieurs grades de Blue Mountain. Puis bien sûr, ben, comme toute ferme, ils ont toujours des récoltes des fois qui sont pas les meilleurs, on va dire. Puis là, ils vont faire, mettons, du Blue Mountain, mais en capsule avec. Parce qu'ils vont dire, ben, le café est buvable, mais ils passent pas pour avoir la certification Blue Mountain que Jack Raw va donner, genre, qui est le gouvernement qui va faire ça, là. OK, mais c'est pas un café que on retrouve beaucoup, mais en fait, je pense pas qu'on le retrouve dans les cafés de spécialité. Je connais pas de Roaster, exemple, à Montréal, qui va roaster du Blue Mountain. J'ai pas l'impression que si j'en achète, je vais être content de le boire. J'ai l'impression que c'est over-roast. Je sais pas. Est-ce que... OK. Oui, c'est un café qui est beaucoup trié, qui est beaucoup fait avec minutie, on va dire. Puis, quand tu vas avoir la perfection, tu payes toujours vraiment plus pour la coche au-dessus. Mm-hmm. Tu peux avoir un café qui est un peu moins bon, que tu vas payer beaucoup moins cher, mais, tu sais, quand tu veux le pic, ben, faut que tu sortes le prix, puis c'est ça qui se passe. Une des raisons que ce café-là est vraiment aussi wow, que ça, c'est tout le travail qu'ils font sur les fermes pour que la diversité botanique soit intéressante. La ferme que j'ai citée, Clifton Mount, eux autres, ils font aussi du miel, puis ils font aussi du cacao sur la même ferme. Fait que leur miel, leurs abeilles s'assurent que la pollinisation est au max. Puis ils plantent plein d'autres variétés botaniques de fleurs pour assurer que cette diversité-là soit, puis qu'elle soit en santé, pour pas que ça tombe trop dans la monoculture. Puis que s'il arrive quelque chose, ben ils sont faits, en fait. Ouais. Okay, fait que c'est possible de boire un bon Blue Mountain, vraiment dire wow. Ah, définitivement. Ouais, okay. Oui. D'ailleurs, celui qui l'importe au Québec, c'est Félix de Jack Coffee. Puis le Blue Mountain qui est allé sourcer, c'est vraiment de la bombe. Moi, j'ai vraiment adoré ce café-là. Là. OK, ben écoute, je t'en parlerai, mais je serais curieux de m'en procurer un jour, vraiment, parce que tout le monde en parle tout le temps, puis je me rappelle Il y a un excellent Blue Mountain à l'or en grain sur Rachel. Eux, ils en ont, puis il est vraiment bon. Là. Je suis sur le bord d'avoir un sac de café gratuit, je pense. Ah, ben tabarouette, là, c'est ta chance. Je vais pas souvent parce que c'est le ciel. Je traverse à Montréal. Te dicte la voix? Mais oui, absolument. Les astres me guident là, mais écoute, je pense que on va aller faire un tour. Définitivement. On s'entend aussi qu'il y a quand même une certaine réputation associée avec Blue Mountain. Ouais. Dans le sens que comme si Blue Mountain, c'est une marque de qualité. Ouais. Puis les grandes compagnies de torréfaction savent ça. Puis je pense qu'ils utilisent leur avantage pour... C'est sortir du café qui est torréfié peut-être moins bien, mais qui est quand même de marque Blue Mountain et donc ils peuvent le vendre à un prix plus cher. Ouais, exactement. Mettons le café qui... Dans le Blue Mountain qui est fait, il y a toujours du café qui passe pas l'ultime test. Ah oui. Mais parce qu'il y a le nom Blue Mountain, t'as raison, là, ils sont capables de jouer là-dessus. Un peu comme le parmesan en Italie, tu sais. Ah, oui. Ou le champagne, c'est comme ce nom-là a une réputation, puis t'es capable d'aller chercher un peu plus avec ça. Là. Parce que ça, souvent que le monde qui m'en parlait, c'est du monde qui clairement, pas pour les dénigrer, mais avait pas tant de connaissances dans le café, mais ils voyaient le nom, ils savaient que c'était prestigieux. Ah, ça c'est bon. Puis là, je regardais, mais ce roaster-là, il fait juste de la cochonnerie, tu sais. Je ne vais pas payer pour ça, mais j'avais jamais... En même temps, je n'ai pas poussé mes recherches de façon exhaustive à trouver un roaster que j'aime qui a du Blue Mountain, mais je vais peut-être pousser mes recherches un peu plus.
Ouais, pour essayer justement de trouver quelque chose de qualité, parce que je suis curieux d'écouter. Ben, Tout le monde en parle. le Blue Mountain, pendant un bout de temps, ça a vraiment été fort au Québec. Puis il y a eu comme un creux. Ça a comme tombé. Puis là, c'est en train de revenir, grâce à Félix, parce qu'il est allé chercher du Blue Mountain de specialty, puis comme high specialty. Là. On parle pas de 80 sa fesse là, sur 100, là, comme 93, 94 là, en montant. Là. Si c'est pas plus, là, celui que nous on avait, c'est un. Il me semble que c'est un 93, mais il y a d'autres grades là, qui existent. Là. Cool. Puis, parlant encore, si on parle de Copy Louac, avez-vous déjà goûté à ça? Wow, OK. Arrêt sur image, j'aime votre fan de déception. OK, si vous voulez bâcher sur quelque chose, c'est le temps. Ben, c'est juste un peu l'exploitation animale là, pour faire ça. À cause ça fait pas grand-chose au café, on s'entend. Là. C'est, encore une fois, je pense plus une marque de commerce qu'autre chose. C'est que t'as le shock factor un peu style... je me rappelle pas du nom de la bouffe, mais c'est comme le cerveau de sheep's brain qui a été deep fried. Un cerveau de chèvre? Ouais. What the fuck? Oh, ouais. Mais le chef, ça goûte fort. Fait que peut-être que son cerveau aussi goûte fort. Ah, peut-être, oui, mais moi, j'imagine qu'il y a des choses comme ça, c'est très culturel, c'est comme wow, mais que finalement, comme tu dis, si on parle juste côté traitement des animaux, il n'y a pas de Copy Louac free range, là, tu sais. Non, ça n'existe pas, puis c'est, non, puis c'est très, je pense, galvaudé pour, tu sais, mettre le nom, puis ils vendent ça overpriced, puis t'as pas d'origine contrôlée ou rien, tu sais pas exactement si ça en est, si ça en est pas, puis, ouais. Spécifiquement pour le Copy Louac, j'ai pas tant exploré. Fait que je connais mal. Les certifications, je sais pas exactement comment ce qui fonctionne. Mais mon premier... En fait, mon hypothèse, c'est que oui, c'est du marketing. Mais tu peux faire ça, encore une fois, avec ton café qui est moins bon. Oui. Tu peux l'utiliser. Est-ce que ça baisse vraiment l'acidité? Peut-être. Peut-être que ça le fait pour vrai, mais il y a toute la dimension animale qu'il y a du monde qui sont comme un petit peu malaise. Mais moi, ce qui me turn off, c'est que honnêtement, j'ai pas envie de manger du café qui est sorti. Ouais, c'est ça. On s'entend là. Effectivement, non, c'est ça. Je suis en train de me dire, j'imaginais qu'est-ce qui arrivait si moi je me mettais à gober des fraises puis que je les chiais, puis après ça je les roastais. Est-ce que quelqu'un serait prêt? Je suis certain là, je lance ça dans la nature là. Quelqu'un sur OnlyFans se met à faire ça, va faire un shitload d'argent, je suis certain. Un shitload, vraiment. Oh, ça tonton, là! Je crois que, ouais, j'aimerais ça. Hélène Boudreau, on te met en relation avec un bon roaster, puis on te donne des cerises de café, là, puis on prend 15%. Je sais même pas si elle serait down. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est dans son plan d'affaires de faire ça, là. Ben, il y a de l'argent à faire en tabarouette. Là. Il y a du monde qui achète de l'eau de bain, puis des niaiseries de main, puis des sous-vêtements usés. Boire du café qu'elle a digéré, c'est clair qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Ben écoute, je veux dire... Ça serait hot. Je voudrais pas le boire. Fait que demain, je sais qu'est-ce que je fais. Hélène Boudreau, si tu nous écoutes, écris-nous. N'importe qui sur OnlyFans. On a des cerises de café pour vous. Si t'as un bon transit, la job est là. Où tu te vois dans 5 ans? Wow, OK. On va prendre un peu de sérieux. T'as amené tes cartes de tarot. Oui! Je te l'avais demandé parce que je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis d'habitude, je fais une petite chronique astrale. Puis là, on va comme la trader pour ça. Quand on en parlait tantôt, encore une fois, hors d'onde, je trouve ça vraiment intéressant. L'aspect, t'as des images. Puis, dans le fond, tu viens comme interpréter ces images-là. Puis moi, le feeling que j'avais, c'est que ça t'aide. En fait, ça aide à un peu verbaliser les émotions, le feeling de ce que tu ressens quand tu le fais. Je trouve ça vraiment cool comme outil pour être plus en connexion avec ses émotions. Oui, je trouve que le tarot, c'est vraiment un bel outil d'introspection qui est très intime puis personnel. Parce que c'est un peu comme je vous partage ma perception de ça. C'est comme un test de Rorschach, oui, mais ludique. C'est-à-dire que tu peux t'amuser avec un deck de tarot, tu peux faire toutes sortes de tirages, tu peux vraiment le moduler comme tu veux. Tu peux faire un tirage à 3 cartes très, très normal comme passé, présent, futur.
Tu peux dire, OK, je vais m'en faire un moi-même. Il y en a un qui va représenter mes inquiétudes, l'autre qui va représenter, genre, qu'est-ce qui est solide chez moi. Fait que tu peux vraiment dire, OK, c'est quoi ce sur quoi je m'interroge, que je suis pas capable de voir autrement, et j'ai besoin d'images puis de thèmes auxquels je n'aurais pas pensé, que je vais bombarder mon cerveau d'informations. Puis là, lui va réagir à ça, puis ça va être directement relié avec des choses que tu as vécues ou des émotions qui sont directement reliées à cette personne-là. Fait que tu peux ouvrir des portes d'une manière que tu n'aurais jamais ouvert si tu l'avais fait d'une manière consciente. On est quand même très loin de la boule de cristal puis de la médium à 5 piastres la minute. Ouais, définitivement. Mais ouais. Et puis, est-ce que, ça va être très égoïste comme demande, mais est-ce que ce serait possible de tirer Punk Latte, qui n'est pas une veux-tu qu'on le entité? fasse? J'aimerais vraiment ça. Ça va me faire plaisir. J'aimerais ça. Est-ce que tu veux tenir mon micro un instant, s'il te plaît? Certainement. Là, Maxime, ce que je vais faire, on va faire le tirage classique. Okay. On va faire passé, présent, futur. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le deck. Je vais prendre ton micro, je vais prendre le mien, tu vas le brasser, tu vas déposer le deck face contre table, puis tu vas révéler 3 cartes. Okay. Une à la suite de l'autre, tu vas les mettre devant toi. Si les cartes sont à l'envers, tu les laisses à l'envers. OK. D'accord? En ce moment, pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, allez sur YouTube, ça va être plus intéressant, mais je brasse les cartes. Est-ce qu'il y a un temps prescrit pour les brasser? Non, ou on comme tu veux. Pendant 20 minutes? Non. Tu peux le faire pendant 20 minutes si c'est... J'en tourne 3? Oui. OK, intéressant. J'imagine. Tu dis intéressant, mais moi, tout ce que je vois, il y en a 2 à l'envers, une à l'endroite. On va faire un petit peu de description pour les gens qui nous regardent en audio, là. En fait, qui nous écoutent en audio. Si vous êtes capable de voir avec vos oreilles, là, vous êtes des chauves-souris, OK? Wow. La thématique du deck, c'est la culture populaire. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les cartes que tu as tirées, tu en as une qui représente si les anges étaient des millennials, qui est The Empress, que je trouve vraiment cool comme image. Fait que la première carte pour le passé, tu as tiré The High Priestess, mais à l'envers. Alors, il y a un palmier. Moi, je veux ça me The Empress pour le présent à l'endroit, puis tu as tiré la mort pour le futur, mais à l'envers. Fait que là, full disclosure, moi je fais ça pour m'amuser, fait que je les connais pas par cœur. Okay. Mais je me fie à un site web qui est pas pire flexible sur les descriptions, puis qui peut vraiment t'aider à comme ouvrir les portes qui sont personnelles dans ce cas-ci à Punk Latte. Fait qu'on va aller le visiter. La mort, ça sonne quand même. Et c'est pas si pire que ça. Je sais que sur cette carte-là, c'est un SS Guard, là. Ben, c'est ça, mais il a l'air d'un nazi un peu, là. On n'est pas un podcast suprémaciste. Mais, je vous l'avais pas dit, mais on va tomber antisémite dans 5 minutes. Oh mon Dieu! Ben, est-ce que la mort, genre, oui, on a une certaine perception négative de ça, mais en même temps, c'est une carte qui représente vraiment juste la transition. Okay. Exact. C'est exactement ça. Alors, The High Priestess, à l'endroit, elle voudrait dire l'intuition, le savoir sacré, la divinité féminine, le subconscient, mais toi, tu l'as tiré à l'envers. Alors, ça représenterait les secrets, la déconnexion avec tes intuitions, et un withdrawal, c'est comme se retirer en silence. OK. Ça, c'est pour le passé. Pour le passé de Punk Latte. Qu'est-ce que ça veut dire pour Punk Latte, ça? Ben, si on recule à la base, Punk Latte, c'est un projet avec des amis. On était 4 à la base, ben, un ami, puis les autres, je ne les connaissais pas encore. Puis en cours de route, il y en a qui sont partis. Je continue le projet toute seule. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tiens, je les ai ici. Des secrets, une déconnexion avec tes intuitions. Ben, peut-être qu'au début, on cherchait un peu. On avait une idée de base, puis on avait des idées toutes un peu différentes sur ce qu'on voulait aller. On n'était peut-être pas connectés avec vraiment ce qu'on voulait. C'est pour ça que ça n'a pas continué plus loin pour certaines personnes, peut-être. Mm-hmm. Donc, il n'y a rien comme faire quelque chose pour voir comment tu te sens pour vrai par rapport à ça. Oui. C'est sûr. C'est comme quand tu l'essaies, tu le sais. Ben, c'est clair. C'est pour ça que je voulais continuer toute seule, pour me sortir hors de ma zone de confort.
J'aimais l'idée, justement, ça me rentre un peu dans le monde du café. Je connecte avec des gens, avec lesquels, à part vous parler derrière un comptoir, quoi que ce soit, on s'arrête là, mais là, on peut pousser ça plus loin. Ouais. C'est pour ça que je voulais continuer autant vous qu'avec d'autres invités. J'aime vraiment ce feeling-là. Super. Deuxième carte, The Empress à l'endroit. Ça, c'est le présent. Là maintenant. J'aime beaucoup cette carte-là. C'est vrai qu'elle fait très millénial avec son téléphone et son air, une espèce de resting bitch face. Alors, The Empress à l'endroit, comme l'affinité, la beauté, la nature, quelque chose qui est nurturing, puis l'abondance. Ça, c'est le présent. Ah, mais c'est hot! C'est bien, hein? C'est très positif. En fait, c'est ça, je trouve que Punk Latte est bien entouré. J'ai l'équipe de Du Bruit dans mes oreilles qui m'aide avec le montage, le côté production, équipement aussi un peu, puis toutes les connaissances, puis ils sont vraiment là. C'est pas mal grâce à eux que Punk Latte, justement, a eu son deuxième souffle, puis il a continué. Fait que oui, ça représente un peu... ouais. Je pense que... Puis j'ai eu une bonne réponse aussi du public, puis des gens qui veulent venir à l'émission. Jusqu'à présent, tu as eu une belle croissance Ouais, grâce à toute l'aide que tu as eue. Oui, je trouve ça cool. Ouais. Puis si on va voir la carte du futur, la mort à l'envers. Oui. Mais en même temps, un SS mort à l'envers, c'est cool. On va se le dire. Ils l'ont bien représenté. Alors, à l'endroit, ça voudrait dire la fin, le changement, la transformation, la transition, mais toi, tu l'as tiré à l'envers. À l'envers. C'est-à-dire la réticence au changement, une transformation personnelle, puis une inner purging. Une purge interne. Bon, peut-être le café, tu sais. On a bu du Exactement, café. on a bu du café. On va tous finir ça aux toilettes tantôt. Non, mais relis-moi ça, une réticence. Réticence au changement. Oh! Oh, on s'entend, il te suggère cette facette-là, mais c'est toi qui vas décider qu'est-ce que cette carte-là va te dire. Hein? Ouais, et ça va être compliqué. C'est très intéressant, mais c'est compliqué parce que c'est sûr qu'il allait y avoir du changement. Mais c'était ça l'idée. C'est ça que je voulais aussi. De ma part, je ne vois pas de réticence au changement parce que je suis en train d'amener Punk Latte là où je le voyais de mon côté personnel. Mes anciens partenaires, moins. C'est pour ça peut-être qu'ils sont plus là. Mais en même temps, c'est dur à dire. C'est très dur. On dirait que, je trouve ça hard. Tu essaies des fois de, comme là, de mettre des mots sur ce que j'ai tiré, puis d'en tirer des conclusions, mais j'en vois comme pas qui me sautent aux yeux. Mais l'épisode qu'on enregistre en ce moment, tu pensais le publier quand? Les épisodes, là, on est quoi? On est le 27 novembre? Je pense que oui. On est le 27 novembre. Le premier épisode sort le 7 décembre. Puis là, vous êtes comme mon 4e épisode. D'après moi, ça va sortir, j'en sors 2 par semaine. Je sais pas l'ordre exactement dans lequel je vais sortir, mais sûrement janvier, février. Dans cette date. OK. Et dans le fond, il me reste un bon 2-3 mois. Oui. Fait que durant 3 mois, là, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a peut-être... c'est peut-être qu'entre le moment que je fais la lecture avec toi, dans 3 mois, tu vas avoir vu comment cette carte-là se manifestait. Oui, parce que... Puis pendant 3 mois, tu vas avoir eu cette image-là de toi, cette image-là de la carte. Puis dès que tu vas voir la connexion, tu vas la mettre dessus. Oui, parce que peut-être que je vais avoir face à certaines situations. Je vais faire face à certaines situations que là, je vais dire, il y a quelque chose qui va accrocher un peu, puis là, je vais comprendre un peu plus. Ouais. Ouais. Fait que je vais garder l'esprit ouvert et l'œil attentif. Mais c'est très C'est tellement bien dit. Oui, hein, pas pire. Ouais. Ben, c'est vraiment cool, j'aime ça. Je suis content que tu aies prêté au jeu. Ouais, je trouve ça intéressant. Très cool. Ouais. Puis est-ce que moi, je pourrais te tirer au tarot? Oh, tu veux me tirer au tarot? Ben, je voudrais tirer Zaptec au tarot. Oh, ok. Parce que Fait c'est que comme c'est- deux, fait que j'aimerais ça. Parfait. OK. Ben, je vais tenir ton micro. Ok. Il faudrait que je tienne le micro de Emeris. Parce que c'est lui qui va brasser. Là, tu peux faire ce que tu veux avec les cartes, sauf les déchirer, s'il te plaît. Mets-les dans ta bouche. Bon, encore une fois, on brasse les cartes. Il est allé de façon plus agressive un peu. Ouais. Mais moi, je voulais pas les... Ben, des fois, il faut que tu serres fort, parce que quand l'eau elle coule, tu veux pas qu'elle sorte. Là. Fait Non, que, effectivement, je voulais pas abîmer tes cartes, c'est ça. Là. Alright. Le premier, te The fous. Fool. Oh là là.
Deuxième, The Lovers. Et troisième, The Hanged Man. Mais à l'endroit. Tout à l'endroit. Non, à l'envers. L'image est à l'endroit, mais le nom est à l'envers. Oui, parce que c'est le Fait que c'est le pendu à l'envers. Fait que c'est pour ça qu'on le voit à l'endroit. C'est vraiment intéressant. OK. Allons voir The Fool. Cette carte-là, je la connais quand même assez bien. Je l'ai tirée souvent. Mais je veux la relire pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir la définition. Alors, à l'endroit, ça veut dire le commencement, l'innocence, la spontanéité, puis un esprit libre. Ben, I mean, c'est le début de Zaptec. C'est comme assez clair, là. Ça se fait bien jusqu'à présent, là. Mais à l'envers, ça veut dire comme holding back, comme un genre de... C'est quoi recklessness en français? Irresponsabilité. Irresponsabilité comme... OK. Puis risk-taking. C'est vraiment comme... C'était à l'envers. Le deuxième, The Lovers. C'est pas nécessairement une carte qui est reliée à l'amour, quoique c'est comme tout indiqué, mais... Non, mais c'est ça, j'ai l'impression que des fois, l'image, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit en premier. Définitivement. Hein? On ne juge pas un livre par sa couverture. Alors, The Lovers à l'endroit. L'amour, l'harmonie, les relations, un alignement avec ses valeurs, les choix. Que jusqu'à présent, tu sais, Emrys, il en parlait tantôt, là. Ouais. Si vous voulez optimiser les choses pour que les choses fonctionnent bien, t'hésites pas à acheter les nouveaux outils, à adapter l'achat pour que tout fonctionne bien. Quand il y a quelque chose qui marche pas, t'es comme, OK, we're building onto that, là, pour que ça s'améliore. Fait que moi, en tout cas, je la vois, là, ce genre d'harmonie qui s'installe là, dans la shop. Là. Puis plus au niveau plus large, je pense que Zaptec, on a assez bien établi nos valeurs en tant que réparateur, puis du monde qui prend, mettons, la longévité, avoir des produits dans notre répertoire que nous on tient à cœur, puis qu'on voit durer dans le futur, puis essayer de faire des conseils puis des choix pour le monde qui sont dans leur meilleur intérêt plutôt que dans l'intérêt de profit à court terme, des affaires de même. Ben, il y a une espèce d'idée de carrément honnêteté là-dedans. Là. Ouais. C'est tout à votre honneur, mes bons gens. Merci beaucoup. Trop bien. La carte du pendu, c'est une carte qui est difficile. Parce que peu importe dans le sens que tu l'as, c'est ardu. C'est pas okay? Fait que, à l'endroit, ça voudrait dire comme la pause, surrender comme abandonner, lâcher prise, une nouvelle perspective. Ouais. À l'envers, c'est le délai, la résistance, staller, puis l'indécision. Oh. Ouais, c'est difficile ça. Hein? C'est difficile, mais encore là, ça peut, vu que c'est dans le futur, c'est dur comme ce que j'essayais de faire tantôt avec la carte de la mort, c'est me l'approprier maintenant. Ouais. Mais c'est dans le futur, je peux pas m'approprier le futur, ça peut me guider un peu, peut-être me faire des fois garder une espèce d'œil. Je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose un peu pas négatif, mais plus hard pour le futur, parce que ça dit faut pas que je m'assoie sur mes lauriers. Il faut que je reste attentif aux défis qui vont. C'est sûr qu'il va en avoir des défis pour n'importe quel projet, surtout pour une business. Puis justement, une carte du futur, ça peut aussi être des choses qui te font peur. Oui. Qui sont des affaires que tu gardes en tête pour les éviter puis mettre en place des systèmes et du travail pour faire en sorte que ça se passe pas. Effectivement. Puis si tu recules avec tes bonnes bases, l'idée principale, puis tu bâtis sur des bonnes bases, une bonne structure, tu vas être en mesure de faire face à ça plus facilement. Exactement. Mais si je peux me permettre, la résistance, moi je la vois au niveau des compagnies, des fois, comme les fournisseurs avec qui on fait affaire. Okay. On veut réparer des machines des fois. Pas des fois, mais on veut toujours réparer des machines, mais des fois la pièce qu'on veut, elle vient juste si on achète tout le système au complet. Puis là, on se dit, mais c'est parce qu'on n'a pas besoin de tout changer les pièces. Ouais. On n'a pas besoin de changer tout le cerveau complet de la machine. On a juste besoin de la daughter card qui va fonctionner ce capteur-là. Puis il y a vraiment une résistance au niveau des fournisseurs parce que eux, j'imagine qu'ils veulent vendre. Puis c'est une affaire d'approvisionnement. Mais moi, tout ce que je vois, c'est dans le cas d'une carte de cerveau de machine, c'est des métaux, c'est des ressources qui sont difficiles à aller chercher. C'est beaucoup de carbone de produire cette carte-là, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça. Fait que
je trouve que les entreprises qui fabriquent les machines espresso tardent à fournir des solutions qui sont éco-friendly réellement. Ouais. Parce que c'est pas juste des ressources, c'est aussi des coûts, c'est aussi comme c'est long à attendre cette pièce-là. Là. Ben, écoute, t'as bien rentré ça. Je trouve que ça fit justement avec ce qu'on voit, mais je trouve ça pathétique que tu sois dans le monde du café, puis que tu n'aies pas une vision justement plus écologique, puis plus à long terme, tu sais, juste du bien-être collectif. Non, on va te vendre le gros setup pour faire Ouais. Non. Puis c'est arrivé plus qu'une fois. Là. Ouais. Il y a des. Je pense que c'était sur un moulin. Tout ce qu'on voulait, c'était une switch. Ouais. Puis il fallait avoir toute la base avec la carte mère, le condensateur, la prise. J'étais comme, on n'a pas besoin de ça. T'as juste besoin de la switch. C'était pas Baradza, clairement. Non, parce Je me que souviens plus c'était quoi la marque, là. Mais des fois, il y a des bons coups. Des fois, on est capable de réparer la pièce parce qu'on a les ressources pour le faire. Puis on est comme, c'est juste une connexion qui est sale ou c'est juste un condensateur qui est générique. On peut le changer. Mais des fois, c'est trop difficile pour nous d'aller changer la petite pièce parce qu'elle est comme trop serrée. Fait que là, en le faisant, soit qu'on prend la chance, puis on avertit le client et dit regarde, on va essayer de le faire. Ça marche, si ça marche pas, ça va t'en prendre une nouvelle de toute façon. Fait que, qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment la réalité des systèmes intégrés. On veut toujours quelque chose de plus compact, de plus intelligent, de plus efficace. Mais la réalité de ça, c'est qu'en intégrant les systèmes de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile à réparer. Ouais. Ouais, bon, on le voit dans tout. Hein, le monde du café, il échappe pas. Non, définitivement. Là. C'est le fun qu'on deal avec des machines quand même analogiques, dans le sens que c'est quand même une bouilloire avec une pompe, puis des solénoïdes, des affaires de même qui fait en sorte que l'eau peut circuler, puis tout le kit. Mais tu vois du monde qui met de plus en plus d'intégration puis de fonctionnalités intelligentes. Ouais, un peu comme ce qui vient en tête, les Descent. Oui. Ça a l'air super comme machine, mais le jour où ça brise, c'est quelque chose qui brise. C'est ça. Je suis certain que ça se répare probablement pas. Ben, tout se répare. Puis ce que je trouve, en fait, tu vois la formule capitaliste des choses, là, c'est que je trouve ça étrange que que ça coûte plus cher réparer un objet que de le changer. Des fois, là, quand c'est juste une petite chose, c'est pas compliqué de changer un condensateur. Comme, il charge plus, mais on en met un nouveau, c'est fini, ça a pris 30 minutes. T'sais. Mais des fois, là, on reçoit des machines qui ont été battues. Puis là, OK, ils ont besoin de boutons, ils ont besoin de telle affaire. OK, il faut patcher tel truc. Là, la liste, ça commence à être longue. C'est toutes des choses qui peuvent se faire. Sauf que nous, on travaille durant ce temps-là. Faut qu'on les paye, ces ressources-là. Puis là, quand on fait l'estimer, ils font comme, une nouvelle, c'est 50$ de plus. Ouais. C'est quand même triste. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, on va faire ce qu'on peut pour que ça soit honnête. Mais si on voit que la liste est longue, puis il faut mettre 1 heure, 1 heure, c'est normal, là, mais s'il faut mettre comme plus que 2 heures, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, nous aussi, il faut qu'on se paye, tu sais. Ah non, c'est certain, vous ne faites pas ça de façon bénévole. Malheureusement, non. Non, malheureusement. Idéalement, il n'y aurait pas d'argent, puis ce serait ça, tu sais. Non, je comprends. Tout à fait. Mais messieurs, je pense que ça fait pas mal le tour de l'épisode. On a pas mal reaché notre temps, mais ça fut vraiment intéressant. Je suis content. D'habitude, mes invités aiment ça se plugger. Je sais que vous, peut-être pas monsieur, madame, tout le monde. Je sais pas, est-ce que vous avez des clients résidentiels ou... Oui, avec grand astérix. Ouais. Comme moi, genre. Ouais, exact. mais c'est ça, c'est comme, on va pas réparer ta petite Breville Roma, là. Non. C'est vraiment plus des machines, tu sais, par exemple la Marzocco, Alinea Mini, GS3, des machines plus haut de gamme qui, justement, ont des pièces commerciales. Qui sont pensées pour être réparées. C'est ça. Parce que Breville, c'est pas qu'elle n'est pas réparable. C'est qu'on va avoir les pièces, bonne chance. Bonne chance. Ils vont te décourager. Je pense que Breville, mon père a une Breville, il a eu un problème avec, ils l'ont même pas réparé eux-mêmes. Ils l'ont retourné, ils ont envoyé une nouvelle. Ouais, exactement. Si Breville ne répare pas leur propre machine, probablement que l'envoyer. Ça te donne un méchant indice. Exactement. Fait on n'est pas dans cette optique-là. Mais quand même, j'invite le monde à aller vous voir Zaptec sur Instagram. Oui. Plutôt notre site web aussi, zaptechinc.com. Ouais. Il est vraiment beau. Quand même, j'avais des questions, quelqu'un qui veut se gâter, puis que j'imagine vous êtes... Est-ce que des fois vous vendez des machines usagées ou c'est un projet de vie? Tu sais, tout est possible.
C'est juste qu'en ce moment, on a des priorités à court terme là, pour... on se spécialise la Marzocco avec Malkunig. Là. Fait que nous, on essaie de comme avoir nos bases vraiment solides là-dessus avant de trop expand. C'est sûr qu'on peut toujours dépanner le monde, mais on veut faire un bon travail. Ouais. Fait qu'on veut s'assurer que quand on dit qu'on va être là, on sait sur quoi on travaille. T'sais. En tout cas, si jamais il y a des entreprises qui nous écoutent, ils sauront vous trouver, mais vous faites quand même des beaux systèmes de filtration. Oui, on a des beaux systèmes de filtration. Ça, pour le monde, je pense que, OK, ça peut sembler dispendieux, mais pour le monde, pour les gens qui se mettent 5 000 $ sur une machine, puis tu mets de l'eau du robinet. Ouais. C'est ça. Le détartrage va être bientôt. C'est ça. Fait que, ouais. Mais quand même, oui, non, mais bel épisode. Je suis content de vous avoir eu. Oui, c'était vraiment le fun qu'on se rencontre Ouais. en vrai. Parce que Ouais. tout on s'envoyait des mèmes par Instagram. Ouais, là. c'est ça. On parlait de Lego. Hey, on n'a même pas parlé de Lego. Oh, man, c'est trop vrai! Oh, mais on est des grands fans de Lego, mais je trouve que tu as une Bon, on rigueur. fera un épisode là-dessus. Oui, vraiment, ça serait fun de s'en parler. Tu as une rigueur que je n'ai pas, parce que je suis pas la personne la plus ordonnée, mais quand même, j'apprécie et je trouve ça fantastique, ta rigueur puis ce que tu crées. Là, Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment fun d'entendre ça. On va s'en reparler, mais quand même. Puis, merci à Zab de nous recevoir dans ce beau local, vraiment très cool. Allez voir aussi zabs.com.ca, Zab.com. zab.com, Ou non, zabcafé.com. pardon. zabcafé.com, puis dans tous les cafés paquebots, du super bon café, le monde est vraiment nice. Fait que, it's a wrap, guy! Bonne caféination. Oui, bonne café. Hey, j'aime ça, bonne caféination. Yes! Cheers!